Le 7 février 1942 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vuneuil du film « Fièvre » sous le titre « Tino Rossery », texte intégral. Je ne voudrais pas avoir l'air de bêcher Tino Rossi. On s'est escrimé indéfiniment sur le petit ténor corse qui n'en pouvait mais. La radio a dégoisé ses disques jusqu'à écœurer l'Europe entière. Tino n'y est pour rien. Il ne touche pas un centime sur ses vaseuses émissions. Il y perd même, car elle démonétise son nom. Son répertoire, certes, bien souvent ne vaut pas le diable. Mais Tino n'a jamais prétendu qu'il faisait du grand art. On l'a embauché dans le cinéma. Il n'est pas fameux comédien, mais ce n'est pas son métier après tout. Et il garde sur l'écran une sorte de discrétion un peu embarrassée qui n'est pas antipathique. On ne saurait dire, en tout cas, qu'il n'a pas une jolie voix et qu'il ne sait pas s'en servir. Dans une entreprise comme Fièvre, c'est en somme le seul qui ait du talent. Mais je veux dire quelques mots du scénario qui lui a été infligé. Comme vous le savez, nous vivons désormais sous l'étendard de la vertu. Sans doute, le cadavre de M. Achard ne sèche pas encore au gibet de Vichy. Petite précision, il n'est pas ici fait allusion à Marcel Achard, le célèbre auteur de notamment Jean de la Lune, mais de M. Achard, un homonyme qui est secrétaire d'État au ravitaillement du gouvernement de Vichy et contre qui la rédaction de Je suis partout menait une campagne hostile et qui finira par démissionner. Les fermiers millionnaires aiment toujours mieux engraisser leurs cochons de lait que de les donner aux petits-enfants des faubourgs. Je me suis laissé dire que la manne distribuée par l'ambassadeur des États-Unis à Vichy dans la presse d'outre-alliés compensait plus qu'avantageusement les pots de vin réunis de Londres et de Moscou du bon temps de l'époque de M. Buret. Quand on a fait le tour de tous les marchés noirs et des simonies diverses, on peut bien compter qu'il y a en France, depuis le groom qui vend 80 francs le paquet de gauloises, jusqu'à une belle brochette d'intendants, de super-préfets, de super-policiers et de ministres, 4 jolis millions de canailles du meilleur choix, prévaricateurs, affameurs, profiteurs insatiables, et un nombre absolument illimité de citoyens qui dévorent l'envie de les égaler. Mais ces détails mis à part, nous nageons en pleine vertu. Nous avançons sous les bannières des enfants de Marie. Nos censeurs déconseillent Tartuffe dans les provinces du Sud. Les scénaristes du cinéma national sont requis de s'abonner aux Veillées des Chaumières, et chacun d'entre eux est pourvu d'un confesseur officiel. Fièvre nous montre l'heureux résultat de cette purification. Tino Rossi y est chanteur d'opéra. À l'ordinaire, les films de ce genre nous montrent d'abord l'homme au gosier d'or, cirant des souliers, commençant en espadrille et chandail pour terminer en habit. Cette fois, on a renversé l'histoire. Tino Rossi est donc d'emblée un très grand ténor, le plus illustre de France. Mais un terrible malheur le poursuit. Il plaît aux femmes. Elles l'accablent de billets parfumés. Elles lui jettent des baisers et des fleurs. Il tourne obstinément la tête devant ces incarnations démoniaques de la concupiscence charnelle et porte leur bouquet à sa légitime épouse. Cependant, il est l'objet d'un assaut en règle par une sémillante et frôleuse milliardaire. Invitation à un porto, divan moelleux, lumière tamisée, pelotage subtil. Le pauvre ténor est tombé dans les pommes. Il n'en est sorti que pour apprendre son veuvage. En effet, le triomphe de la vertu retient toutes les femmes au foyer. Les malheureux scénaristes n'ont plus qu'un moyen de les en faire sortir, les pieds devant. Ah, craignons que de noires séries de crises cardiaques
de phtisie galopante, de fièvre puerpérale, ne décime sur l'écran les pauvres femmes mariées. Le ténor abandonne le chant et se retire dans une maison de pêcheurs sur la côte d'Azur. Mais Satan lui expédie mademoiselle Ginette Leclerc, l'œil de braise, la bouche humide. Elle laisse jaillir de sa chemisette une épaule ronde dès qu'elle aperçoit Saint-Antoine Parsifal Tinot. La ville séductrice mène sourdoisement ses travaux d'approche. Elle vient roucouler sous sa fenêtre. Elle lui fait à table du pied, puis de la cuisse. Elle le suit dans les chemins creux. Tinot redouble le pas, comme une écolière bien sage qui a peur du loup. Les voilà tous deux dans un endroit fort désert. Ginette, cavalièrement, se décide à l'abordage. Elle serre de plus en plus près l'Éliassin. Elle porte sur lui une main hardie. Vous allez voir que cela va finir par un viol. Non, car Tinot, pour échapper à la bacchante, décide de dire adieu au monde. Il ira s'enfermer dans une trappe voisine et, sous la bure, ne chantera plus que matines et complices. Vous vous imaginez combien la posture de Joseph devant Madame Putifard est avantageuse pour un acteur durant 2000 mètres de pellicule. Le brave Tino Rossi s'est prêté aussi aimablement qu'il l'a pu à cette édifiante gaudicherie qui doit satisfaire tous les canons de l'art vichysois. J'oubliais de dire que le scénario de Fièvre est de M. Charles Méret, encore un de nos grands hommes qui a remis le pied à l'étrier. Autre guitare qui n'a plus rien à voir avec celle du Tenorino. On m'excusera du saut un peu brusque, mais cela relève après tout de cette rubrique. Je suis allé voir l'autre jour notre admirable Céline. J'aimerais vous rapporter exactement ses propos, mais je ne les ai pas sténographiés. On ne refait pas du Céline approximatif. Voilà ce que m'a raconté en substance notre grand Ferdinand. L'autre jour, à sa radio, il a entendu une émission de la BBC en anglais. Le speaker donnait le compte-rendu d'un film récent, anglais ou hollywoodien de fabrication, qui fait actuellement fureur à Londres. Cette production se nomme « Paris tel qu'il était ». On y voit d'abord idylle et paradis, le délicieux temps de Léon Blum et du Pernod pour Arthur. Douceur de vivre, le peuple le plus spirituel de la terre, le poing gentiment fermé, l'accueil fraternel à Rebecca et Salomon, pauvres victimes de la barbarie raciste, la ferveur enthousiaste quand sa gracieuse majesté britannique et M. Auré Belichat viennent voir si les chers petits soldats français sont bons pour leur service. La guerre éclate, dont pas un seul des doux démocrates, vous pensez bien, n'est coupable. Le brave petit Parisien front popu, serrant les poings, va voler à la frontière. Mais hélas, il est subitement miné par les journalistes de la 5e colonne textuelle. Sous l'action délétère de ces vénéneux personnages, le pauvre petit gars chancelle. Il a les jambes en pâté de foie. Toute sa valeur fiche le camp en brouillard. Contaminé, il ne peut plus opposer de résistance. Et ce sont les événements de juin 1940. Je ne doutais pas que le cinéma de langue anglaise était encore en train, par le temps qui court, de reculer les limites déjà si lointaines de l'imbécilité humaine. L'anecdote de Céline nous apporte sur ce point une précieuse lumière. Ainsi, nous savons désormais pourquoi nous avons été battus. Messieurs les généraux Gamelin, Douminc, Burer et consorts n'y étaient absolument pour rien. Pas davantage, bien sûr, l'héroïque Reynaud, le pieux Mandel, le génial Pierre Cotte et tous ceux que vous savez. Ce sont Céline et les fascistes assassins de Je suis partout qui soufflaient sur les casemates de la frontière de Belgique pour les démolir, qui coupaient les barbelés, jetaient des ponts sur les fossés anti-chars.
Si nos avions ne s'envolèrent pas, c'est que les fascistes allaient nuitamment scier leurs ailes dans les hangars. Si nous n'avions pas de chars ni d'obus, c'est qu'au fur et à mesure que les merveilleux ouvriers de mai 36 les usinaient dans la foi et l'enthousiasme, ils allaient les enterrer en des lieux secrets, d'où par bonheur les vaillants gaullistes, conduits par les héros juifs, les déterreront bientôt. Les foules londoniennes, crétinisées de si longue date par une presse d'un infantilisme sénile, sont sans doute fort émues de ces sensationnelles révélations. Rien de très surprenant à cela. Que l'on se souvienne du visage que donnaient à Paris les films d'Hollywood et de Londres, dans un temps où 2 millions d'anglo-saxons arpentaient cependant, chaque été, les Champs-Élysées. Mais ce qui n'est tout de même pas naturel, c'est que de braves bougres de Français, qui se trouvaient sur la Meuse le 13 ou le 14 mai 1940, d'autres qui se trouvaient sur la Dordogne 6 semaines plus tard, aient oublié déjà ce qu'ils virent au point de raconter aujourd'hui l'histoire de notre défaite dans le même style que les Juifs d'Hollywood.